Bonjour et bienvenue sur Metadoxa. Je vais vous expliquer pourquoi rien de ce que je dis n'est vrai en moins de 10 minutes. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un d'assez spécial. En effet, je n'aime pas trop le totalitarisme. À 18 ans, j'ai fait une expérience de pensée. Je me suis demandé ce que je pourrais faire pour améliorer vraiment le monde si j'avais en quelque sorte le pouvoir absolu. Pas juste le pouvoir absolu politique, hein, ça, parce que le pouvoir politique se fait, se défait, mais vraiment le pouvoir absolu un peu à la Superman, quoi. J'avais même construit tout un scénario autour de ce concept et j'avais même commencé à écrire un roman qui actuellement est en stand-by mais que je reprendrai peut-être un jour. En fait, plus je réfléchissais et plus je me rendais compte que avoir le pouvoir et la bonne volonté n'était pas suffisant. Il fallait aussi une grande sagesse, un réel désintéressement, presque une forme de détachement. Et surtout, je me rendais compte avec un certain effroi, à vrai dire, que la plupart des idées que je pouvais avoir à un moment T se révélaient désastreuses en fait quand j'apprenais plus de choses et que j'y réfléchissais à un moment T plus 1. Et je me rendais compte en fait que la plupart des idées que j'avais pu avoir dans le passé auraient probablement conduit à un désastre si je les avais appliquées. Et en poursuivant cette logique, je me disais, mais en fait, est-ce que ce ne serait pas la même chose pour les idées que j'ai maintenant? Est-ce que je me rendrais pas compte plus tard qu'en fait, si les idées que j'ai maintenant, je les applique, il va se passer la même chose, c'est-à-dire que ça va être un désastre, mais pour des raisons que je ne comprends pas encore. I can change almost anything. But I can't change human nature. Et en fait, est-ce que le problème ne pourrait pas venir simplement du fait que ça aurait été moi et moi seul qui aurait eu le pouvoir? Mais comment est-ce que ce serait possible? Après tout, est-ce que le meilleur système politique n'est-il pas celui d'une dictature éclairée, dirigée par une sorte de philosophe roi? La plupart des gens nieront qu'en fait ils veulent une forme de pouvoir totalitaire, autocratique, mais la plupart des gens se plaindront aussi du fait qu'ils ont plein de bonnes idées qui, si elles étaient appliquées, changeraient merveilleusement le monde, mais qu'en gros leur principal obstacle, c'est l'opposition politique et c'est le manque de moyens d'appliquer les idées, et c'est le manque de cohésion du corps social autour de leurs idées. Et en fait, il m'est apparu que chez beaucoup de personnes, et notamment chez beaucoup de militants, la défense de l'idéal démocratique était plus en réalité une forme de compromis, où il y a un calcul du genre, bah, vu il y a des forces en présence et qu'on n'a pas envie de rentrer dans une forme de lutte armée, et bah via la démocratie, peut-être qu'il y a moyen pacifiquement qu'on ait le pouvoir et qu'on puisse appliquer nos idées, même si ça peut aussi ne pas marcher. En fait, si on ne se contente pas du texte, de ce que disent les gens, mais si on lit aussi le sous-texte, le plus gros problème que les gens ont généralement avec le totalitarisme, c'est pas le principe en lui-même, mais c'est le fait qu'il s'applique contre eux et qu'ils défendent des idées qui ne sont pas les leurs. En effet, quoi de mieux que de se mettre tous d'accord et d'œuvrer tous ensemble pour le bien-être de l'humanité en général, pour des sujets tels que l'écologie, la générosité, la tolérance, la santé, la protection des minorités, des faibles, le progrès scientifique, la propagation de l'esprit critique, ou même, pourquoi pas, la défense des droits naturels des gens. Bien sûr, il se pourrait que certains individus ne soient pas d'accord avec nous, ou au minimum fassent preuve de mauvaise volonté. Des individus qui, du coup, auraient un pouvoir de nuisance très important et risqueraient de foutre par terre tout le système. Il s'agirait alors d'essayer de combattre ces individus nuisibles, du coup, mais pas n'importe comment, hein, on n'est pas des sauvages, ce serait en portant le discrédit social sur eux, en leur soumettant des pressions financières, en interdisant tout simplement par la loi certaines actions, ou même d'une façon plus subtile, en faisant appel à des psychologues pour utiliser des techniques de nudge, afin de manipuler sous leur seuil de conscience subtilement leur comportement afin qu'ils soient plus conformes à l'intérêt général. Ou alors, si la situation devient vraiment critique et extrême, bah, aux grands mots, les grands remèdes, et là, on pourrait très bien les enfermer dans des camps, voire s'en débarrasser. Mais on parle bien sûr de contexte de guerre ou de contexte de survie imminent, où il serait très bien possible de vendre le narratif que il ne s'agit que de légitime défense, en fin de compte. Vous commencez à voir où je veux en venir? En fait, le totalitarisme, c'est pas juste des fascistes en uniforme qui défilent en rang, en faisant des bruits de bottes comme ça. Ça peut être beaucoup plus subtil et prendre beaucoup plus de forme que ça. Les sirènes du totalitarisme sont en réalité très attirantes, et leur chant peut nous envoûter de mille et une façons. Il y aura toujours une cause qui sera trop bonne, trop juste, et des gens trop bien intentionnés
qui seront prêts à tout faire en fait pour mener une cause à son terme. Vous pourriez très bien demain, ou même aujourd'hui, voir arriver un écologisme totalitaire, un totalitarisme de la santé, un féminisme totalitaire, un antiracisme totalitaire, une technocratie totalitaire, un véganisme totalitaire, un rationalisme totalitaire, une charité totalitaire, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui fonde fondamentalement le totalitarisme ? C'est pas l'idéologie, c'est pas la moralité, c'est même pas l'absence de rationalité dans la démarche. Ce qui fonde fondamentalement le totalitarisme, c'est le fait qu'il y a un seul et unique récit qui doit être accepté par absolument tout le monde et qui ne supporte aucune forme possible de contestation. C'est ça l'essence du totalitarisme. Et bien du coup, la défense contre le totalitarisme est toute trouvée. En fait, il s'agit pas absolument de vouloir débusquer ce qui est vrai ou faux dans les narrations qu'on vous propose, parce que de toute façon, dans un environnement totalitaire, tout sera manipulé, c'est le principe du système. Et le principe de la manipulation, c'est que vous savez pas vraiment quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit, vous savez pas vraiment si vous êtes pas déjà dedans. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. La vraie protection contre le totalitarisme, c'est de voir s'il est possible de proposer plusieurs narrations et de défendre plusieurs positions différentes sur certains sujets. Et pour ce faire, la démarche de la postmodernité est tout indiquée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous présente un récit, une narration sur le monde, et en particulier quand cette narration est vraiment séduisante pour vous et que vous avez vraiment envie d'y croire, demandez-vous pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais demandez-vous est-ce que je peux défendre le point de vue opposé, me relier au point de vue opposé et éventuellement m'intéresser à des gens qui défendent le point de vue opposé. Est-ce que j'ai une forme de souplesse cognitive, une capacité à switcher entre les deux référentiels? Et si vous avez la capacité à switcher entre deux, mais même entre plusieurs référentiels, et à trouver en fait depuis quel point de vue le narratif qu'on vous propose ne fonctionne pas, et depuis quel point de vue il fonctionne, si vous avez cette capacité d'être multifacette, d'être multi-perspective, on ne peut plus vous enfermer dans un récit unique, et donc, quelle que soit la forme que prend la tentative totalitaire, eh ben vous pouvez toujours trouver une voie de sortie. Et là, du coup, la pensée totalitaire n'a plus de prise réellement sur vous. Il y a plein d'exercices pratiques que vous pouvez faire pour vous entraîner à ça. Il y a aussi certains éléments de langage, en fait, qui peuvent vous faire tilt. Par exemple, il y en a un qui est extrêmement important, c'est quand on vous dit une variante de il n'y a aucune solution, ou c'est définitivement que, ou c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, quand on vous désigne des ennemis aussi, une catégorie de personnes qui en fait seraient des ennemis d'une cause quelle qu'elle soit, qu'il s'agirait de combattre, généralement c'est pas bon signe, mais d'une manière générale, simplement quand certaines choses ne sont plus discutables et quand il n'y a plus la possibilité d'une forme de désaccord sain. Parce que lorsqu'il n'y a plus de désaccord et de dissension, ça veut dire que les idées ne sont plus vivantes, qu'on est en train de se figer, de se pétrifier, de rester dans notre précaré idéologique et qu'on est en train d'avoir peur de tout ce qui peut en sortir. Et je crois bien que des choses extrêmement saines peuvent en réalité naître du dissensus. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pouce en l'air, si tu n'as pas aimé, pouce vers le bas, si tu n'es pas abonné et que tu veux pas rater mes prochains contenus, abonne-toi et salut!